Tous les pays sont confrontés à la corruption et au détournement de fonds. Ceci dit, certains pays sont à un niveau inquiétant comme le montrent de nombreuses études. D'après l'indice de perception de la corruption de Transparency International, en 2022, le Mali a été classé 137e sur 181 pays. Le secteur public a obtenu 72 points sur 100 possibles, ce qui correspond à un niveau élevé de corruption. Qu'est-ce qui explique ce niveau de corruption? Quels sont les principaux secteurs touchés? Quel impact sur le développement du pays? Peut-on y mettre fin? Si oui, comment? Corruption et enrichissement illicite. Le manque à gagner pour le Mali, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir et merci de nous retrouver dans votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Ce soir, nous parlerons de corruption et d'enrichissement illicite. Mais avant, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Professeur Clément Mahamadou Dambélé est le président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali. La plateforme qu'il dirige a été créée en 2019 et regroupe plus de 300 associations en réseau au Mali et à l'extérieur. Depuis 2022, M. Dambélé est aussi le président du mouvement d'Abakala, un regroupement de soutien et de défense des intérêts des paysans. En tant que chef d'entreprise, Professeur Clément Dambélé est depuis 2014 le directeur général du groupe Europa Réalisation, basé en France et aux États-Unis et intervenant dans le domaine du conseil et la communication politique. Monsieur Clément Dambélé intervient également à l'UNESCO en tant que consultant en développement stratégique. L'homme de 48 ans, né à Ouagadougou au Burkina Faso, donne des cours de méthodologie de la recherche et en marketing agricole à l'IPR de Katibougou. Du point de vue académique, soulignons que Clément Mahamadou Dambélé est diplômé de l'École normale supérieure ENSUP en section philosophie et littérature, promotion 1998, suite à quoi il effectue le concours d'excellence de la francophonie, lui permettant de poursuivre ses études au Canada, où il obtient son doctorat en philosophie sur la thématique Histoire de la pensée politique et philosophique d'Aristote à Jean-Paul Sartre. Professeur Dambélé est également l'auteur de la thèse de doctorat en littérature générale et comparée intitulée Littérarité du discours politique, le registre épique de l'histoire dans le contexte des indépendances africaines. Il a soutenu sa thèse en 2010 à l'université Paul Verlaine de Metz en France. C'est dans ce sillage que depuis 2012, il enseigne dans des universités françaises et canadiennes. Du point de vue politique, M. Dambélé a tenté de se lancer dans l'élection présidentielle de 2018, mais sa candidature n'a pas été retenue. Marié et père de famille, professeur Clément Mahamadou Dambélé est l'invité principal de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invité principal est professeur Clément Dambélé. Professeur Dambélé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Amar. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme cela a été dit dans votre portrait qu'on vient de voir à l'instant, vous avez plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, on vous reçoit en tant que président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette plateforme? La plateforme, comme on vient de voir, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs mouvements et associations qui ont des objectifs différents, mais qui se retrouvent dans une idéologie commune. Cette idéologie, c'est le Mali de demain, le Mali d'avenir, qui se construit dans le présent et qui se donne comme objectif de lutter contre la corruption et le chômage. Alors, vous voyez qu'il y a un lien entre la corruption et le chômage, parce que chaque fois que une personne vole la part de 100 000 personnes, c'est que les conséquences fait qu'il crée des millions de chômeurs derrière lui, donc des millions de pauvres, des millions de misères,
des millions de morts derrière. Donc la corruption n'est pas seulement le détournement de l'argent ou du fonds public, la corruption est un acte criminel qui a des impacts sur le développement humain, économique, social, culturel. Partout où il y a la corruption, où il y aura la vulnérabilité des sociétés, partout où il y a la vulnérabilité, il y a les guerres communautaires, il y a le conflit intercommunautaire, il y a le conflit interterritoriaux, il y a le djihadisme, le terrorisme. Tout repose Donc en on tout cas comprend pour que le la cas du Mali. corruption en fait permet donc favorise un certain nombre de choses, en tout cas négatives, c'est ça, dont l'insécurité aussi, c'est ce que vous voulez dire. Vous pouvez tout ramener. Vous allez voir, on va rentrer dans les détails. Tous les rapports que vous allez voir sur le Mali. Et c'est un défi que j'ai lancé. Tous les rapports de développement. Depuis 1990 jusqu'à l'heure où je vous parle, tous ces rapports ont la même conclusion que le Mali est l'un des pays les plus corrompus et c'est ce qui explique le développement, le sous-développement du Mali. Le problème du développement du Mali, le problème du Mali, que ce soit le djihadisme, que ce soit le chômage, que ce soit la misère, que ce soit le problème agricole, les mines, etc., etc., partout où vous allez faire le tour, vous allez tomber sur le même facteur, le même phénomène, c'est la corruption. Justement, vous me tendez la perche. Le Mali a ratifié plusieurs conventions et a créé plusieurs mécanismes de contrôle, mais la corruption poursuit son chemin. Regardez ce grand tank signé Marietou Diallo et Ibrahim Babi. En juillet 2022, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a indiqué lors d'un point de presse que l'État a enregistré des irrégularités financières à hauteur de 1 266 milliards de francs CFA entre 2005 et 2019. Quelques mois après, le rapport 2021 du Bureau du vérificateur général a été également rendu public. Sur 20 vérifications financières et de conformité, le BVG a constaté plus de 50 milliards de francs CFA de pertes pour l'État. La corruption et les détournements de fonds se manifestent à plusieurs niveaux de la société malienne. Les domaines dans lesquels on peut parler beaucoup de la corruption, ici on va parler du domaine de la justice, domaine de la santé, domaine de l'éducation. Même si tu n'as pas le niveau, si tu as un parent qui est bien placé au sein d'un service privé ou dans une administration, tu peux prévaloir à un poste au travers des voies de corruption. On a aussi la corruption à travers le concours. Ça, c'est une évidence. Depuis des années, on assistait à la corruption qui se manifeste dans les concours, que ce soit le concours de la magistrature et dans d'autres services. Le secteur privé n'est pas épargné par la corruption, ce qui joue sur la performance des entreprises. Dans le secteur privé, il y a beaucoup d'entreprises privées qui sont victimes de détournements qui sont faits par le personnel ou de fraudes orchestrées par des personnes étrangères à la société ou en complicité, sans complicité ou avec la complicité de personnel de l'entreprise. Un investisseur sérieux, national comme international, va toujours observer l'indice de perception de la corruption de Transparency International pour voir où le pays se situe par rapport aux autres pays. Parce que vous avez environ 180 pays qui sont évalués en fonction de différents critères. Et cela permet de la comparabilité entre les pays et entre les continents. Donc même si vous êtes un pays attractif sur le plan des investissements, si vous êtes un pays où la corruption est rampante, évidemment ça va donner à deux fois à réfléchir à l'investisseur. En tout cas, s'il veut investir dans le moyen et long terme, ça va être compliqué. À en croire les spécialistes, les formes de corruption les plus manifestes au Mali sont particulièrement liées aux problèmes politiques et sécuritaires que connaît le pays. Malgré les efforts étatiques de ces dernières années ayant conduit à la création du BVG, de l'OCLEI ou encore aux États généraux de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, rien ne semble pouvoir arrêter ces phénomènes. Je vais vous citer uniquement le cas du rapport du vérificateur général. Imaginez qu'entre 2005 et 2017, on a pu recouvrer environ 45 milliards sur environ 741 milliards de francs CFA qui auraient été détournés. Donc cela ne fait que 6%, c'est très faible. Les législateurs eux-mêmes se sont soustraits
des obligations faites par la loi sur l'enrichissement illicite, c'est-à-dire de déclarer leurs biens. Donc, beaucoup de personnalités, de par leur fonction, se sont soustraites de ces obligations de rendre compte. Et nous avons même vu un Premier ministre qui s'est offusqué de présenter ses biens parce que l'OCLEI lui a demandé de présenter ses biens et il a fermé les bureaux de l'OCLEI. Éviter au maximum les contacts en digitalisant les services permettrait de réduire la corruption au Mali, selon Bakary Camara, vice-président du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali. Au-delà du fait que l'État peut sévir, l'État peut faciliter aussi l'ensemble des services aux citoyens. Et que ce soit sur le plan économique, les dédouanements, la fiscalité, les procédures administratives aussi, genre les documents administratifs dont les gens ont besoin, carte d'identité, passeport et autres. Quand l'État va décider de digitaliser ces services-là, ça permettra de réduire les contacts, parce que les contacts facilitent et favorisent beaucoup plus la corruption que quand les droits peuvent être exercés en ligne, donc par la digitalisation. D'après l'indice de perception de la corruption de Transparency International en 2022, le Mali s'est classé 137e sur 180 pays. Nous allons bien sûr revenir sur certains points qui ont été évoqués dans ce grand angle, notamment la digitalisation pour réduire les contacts, peut-être un moyen de lutter contre la corruption. Vous nous en direz ce que vous en pensez. Mais avant, nous recevons d'abord deux autres invités. Docteur Laya Amadou Guindo, économiste, enseignant-chercheur à la FSEG. Juste à côté de lui, Soumaïla Allah, vous êtes superviseur du projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques, pour la GFP. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Bonsoir. Messieurs, une question toute simple pour commencer. Votre regard par rapport à cette question de la corruption, détournement des deniers publics au Mali. Monsieur, là, on va commencer par vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Le regard, je dirais, il est quand même assez critique. Critique en ce sens que la corruption, de façon globale, si on décide de chiffrer, c'est plus de 1000 milliards. Sur l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, c'est plus de 1000 milliards. À l'échelle de quoi? De dollars. 1000 milliards de dollars, justement, à l'échelle mondiale. C'est entre 400 et 500 milliards de dollars en termes de fuite des capitaux, uniquement pour l'Afrique, et 100 milliards uniquement pour le Nigeria. La corruption, c'est également entre 25 et 35% du PIB. C'est ce que ça coûte aux États africains annuellement. Donc pour vous dire que, pour reprendre Kofi Annan, pour vous dire que la corruption, c'est vraiment le fléau du siècle et le fléau qui empêche véritablement tout développement dans une nation. Au Mali, pour le cas du Mali, nous avons un cadre substantiel qui est assez, on va dire, porteur, assez éloquent, avec des textes, des conventions qui sont ratifiées. Vous avez à l'échelle internationale des conventions des Nations Unies, à l'échelle continentale des conventions de l'Union africaine, des protocoles de la CEDEAO, des actes Mais malgré tout, malgré tout ça, et sur le plan interne, des dispositifs juridiques qui sont là, mais avec tout ça, la tendance ou la pratique a pignon sur lui. Donc on est en droit de se questionner sur la pertinence de ces dispositifs. Justement, on va se questionner, on va s'interroger sur cette pertinence-là. Professeur Guindo, le Mali n'est pas une exception en termes de corruption. Non, pas du tout. Le Mali n'est pas une exception. D'ailleurs, même le Mali, c'est l'un des prototypes, l'un des bons exemples des pays les plus corrompus en Afrique et au monde. Ça, c'est assez clair. Au Mali, on a tellement de services de contrôle administratif, contrôle financier, audit interne, audit externe. Il y en a tellement, mais malgré, la corruption augmente dans les publics ainsi que dans les privés. Ce qui fait que vous voyez, tout récemment, on vient de nous proposer une Cour des comptes. Parce que par le passé, c'est la section des comptes qui était appelée à gérer tout ça. Alors, plus de 10 000 dossiers, ce qui fait 10 fois l'effectif du personnel de la section des comptes, ils ne peuvent pas.
Donc ce qui fait qu'on va en parler par le temps. Le taux de recouvrement, lorsqu'on découvre qu'il y a des malversations, des manques à gagner, des sommes qui ont été détournées, on a de la peine à récupérer ça parce que les agents en charge de faire ce travail, ils n'ont pas tous les moyens ou bien il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas à recouvrer à hauteur de souhait toutes les sommes détournées. Donc le Mali, c'est vraiment l'un des pays en Afrique où le taux de la corruption est le plus élevé, malheureusement, et malgré l'existence de beaucoup de structures en matière de corruption. Vous parlez de structures, justement, je vous invite à écouter ce point de vue du président de l'OCLE, une des structures justement qui veille sur cette question de corruption, de lutte contre la corruption. Et vous allez voir, c'est quasiment le même constat, messieurs, que vous avez fait sur ce plateau. On écoute. La situation est grave, et même très grave. Elle s'améliore, mais pas suffisamment. Par exemple, des travaux que j'ai faits à titre personnel, pour un livre que j'ai publié en 2020, j'ai recensé sur 15 ans plus de 1260 milliards de francs CFA perdus par l'État du Mali dans le cadre des détournements, des atteintes aux biens publics, etc. Et ces chiffres ressortaient des travaux de structures comme le contrôle général des services publics, l'inspection des finances et le bureau du vérificateur général. Pour vous donner une idée de l'importance de ce montant, avec 1260 milliards, le Mali aurait pu se doter, par exemple, de 1767 hôpitaux de niveau secondaire, ce qui aurait permis au Mali d'être doté. Et enfin, au classement international, le Mali reste mal classé. En 2021, le Mali est classé 122e sur 180 pays à l'indice de transparence internationale. Alors, pour l'OCLEI, strictement de 2019 à 2022, nous avons transmis à la justice 23 dossiers contre donc 23 personnes qui sont mis en cause pour environ 24 milliards de francs CFA, en moyenne, donc chacun plus de 1 milliard de francs CFA. Et nous avons identifié 63 immeubles bâtis qui sont évalués à environ 15 milliards de francs CFA et 142 parcelles non bâties. Ces dossiers-là sont devant la justice et selon une citation qui nous a été faite par le procureur de la République, la plupart des dossiers sont avancés dans le traitement. Certains sont prêts à être jugés, d'autres sont devant les juges d'instruction et certains sont dans les procédures spéciales, étant donné que les personnes mises en cause ont un statut qui les fait relever de la juridiction de la Cour suprême. Donc les dossiers sont en traitement devant la justice. D'après le président de l'OCLEI, en 15 ans, plus de 1260 milliards de francs CFA d'irrégularités financières. Lui-même, il explique qu'on aurait pu construire avec cet argent 1767 hôpitaux de niveau secondaire. Dans une autre communication qu'il a donnée en juillet 2022, il disait qu'on pouvait construire 264 hôpitaux de haut standing, 42 ponts, des écoles, des infrastructures publiques. C'est dire que cet argent aurait pu servir au peuple. Mais depuis déjà plusieurs années, on n'arrête pas de crier dans ce sens. Moi, je suis vraiment heureux aujourd'hui d'entendre Moumouni Guindo, le président de l'OCLEI, de l'une des plus grandes structures de lutte contre la corruption. Au total, il y en a 8 structures qui coûtent 15 milliards 600 millions de francs CFA aux contribuables maliens pour un résultat plus ou moins médiocre dans la lutte contre la corruption. Et chaque année, le niveau, l'indice de la corruption
s'aggrave, monte exponentiellement dans ce pays. Ce n'est pas que la corruption régresse, que la corruption progresse. Mais je suis très heureux d'entendre le président de l'OCLI de venir confirmer ce que nous disons depuis des années. C'est très bien. Mais je vais vous donner les chiffres pour être plus clair. Chaque année, quand on prend les résultats de Agency Transparency, de Afrobaromètre, de la Fondation Frédéric Ebert, les Canadiens, quand on prend le rapport de Moumouni Guindo, le rapport de l'OCLI, quand on prend le rapport de contrôle d'État, le rapport du Bureau du vérificateur général, quand on compile, on est en moyenne, je vous donne la moyenne, 250 milliards de francs CFA. Les 250 milliards de francs CFA... Par quoi? Par an, c'est ça? Par an. Ce n'est pas des manques à gagner, l'argent volé à ciel ouvert, au sud de tout le monde. Depuis la présidence jusqu'au plus bas niveau, il n'y a aucune structure, aucun service de l'État malien ou dans lequel on ne vole pas. Ça n'existe pas. Si vous posez la question où est-ce qu'on ne vole pas, c'est ça l'effort qu'on va fournir. Mais est-ce qu'on vole partout? On vole dans tous les services de l'État malien. Maintenant, ces 250 milliards de francs CFA, en 5 ans, peuvent servir à construire exactement 1250 écoles. Et dans une classe de 60 élèves, nous allons nous retrouver en 5 ans pour 300 000 enfants maliens à l'école malienne, dans le secteur public. Or, aujourd'hui, nous avons 70% des écoles privées où se trouvent les effectifs des enfants maliens. Inverser la tendance en 5 ans, c'est la chose la plus facile à faire. Maintenant, ces 250 milliards en 5 ans peuvent servir à construire 10 000 kilomètres de routes bitumées, goudronnées. Donc on comprend qu'avec cet argent, on aurait pu faire plusieurs choses. Le Mali est un Eldorado. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Le Mali est pauvrement géré parce que tout simplement, comme disait Moungino, et je vais aller dans ce sens, nous allons arriver là, c'est parce qu'il y a un manque de volonté politique. Avant d'arriver à la volonté politique, qu'est-ce qui explique justement ce que vous, messieurs, vous venez de dénoncer? C'est cette corruption, ces détournements de fonds, etc., etc. Qu'est-ce qui explique ça, fondamentalement, professeur Guindo, docteur Guindo? Oui, bon, ce qui explique ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Vous savez... Arrêtons-nous un instant sur le secteur public. Okay. Parlons d'abord du secteur public. D'accord. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que ceux à qui on donne ces fonds n'ont pas toutes les structures de contrôle? C'est pourquoi? Ou bien qu'est-ce qui explique ça? Ok, merci. Moumoun Guindo, c'est mon professeur d'audit interne. Il m'a enseigné l'audit interne en 2011. Vous savez, dans la société, les hommes sont divisés en 3 parties. Ceux qui sont corruptibles, ceux qui ne peuvent pas être corrompus, et ceux qui sont juste milieux. Et ceux qui sont juste milieux, c'est eux qui sont nombreux. Il y en a, par leur éducation, leur formation, ce qu'ils sont, leurs croyances, ils ne vont jamais voler. Mais il y en a, naturellement, ils sont comme ça, ils n'aiment que ce qui est facile. Et il y en a qui sont au beau milieu. Alors maintenant, le combat s'est fait pour récupérer ceux qui sont au beau milieu, qui sont les plus nombreux. Et ça, pour qu'ils arrêtent de faire, il faut un niveau de contrôle, un niveau de vigilance assez élevé. Et au Mali, c'est ça qui nous manque. Le directeur vient de dire plus de 1200 milliards détournés, ou bien des manques à gagner, de 2015, de 2005 à 2019. Il dit qu'il y a seulement 23 dossiers qui sont transmis à la justice pour un coût de 23 milliards de francs CFA. Le professeur Clément vient de dire l'ensemble des structures chargées de contrôle, d'audit et d'inspection coûtent à peu près 15 milliards à l'État. Il y a un problème. Pardon de vous couper sur cette question, docteur Guindo, sur cette question des structures qui coûtent extrêmement cher à l'État, mais quand on doit veiller justement à ce que des personnes, à ce que des institutions ne détournent pas des fonds, il faut avoir justement le moyen de sa politique. Ces structures doivent au moins rapporter plus qu'elles ne coûtent. C'est ça mon inquiétude. Maintenant, si c'est que l'argent, l'État dépense pour ces 8-9 structures, l'argent récupéré en contrepartie, si ça ne vaut pas ça, il y a lieu de s'interroger et il y a lieu de s'inquiéter. C'est parce qu'au niveau de la justice, les dossiers bougent très lentement. On va justement revenir sur le cas de la justice. Smaïla Alla. Oui, par rapport à la question, je voudrais illustrer ma réponse avec un cas de figure et je vous prie de me laisser aller jusqu'au bout. La corruption, c'est un fléau qui est propre à tous les États. Maintenant, ce qui change d'un État à un autre, c'est la solidité des institutions et c'est l'indépendance des institutions. Partout où les institutions sont solides et indépendantes, il y a moins de corruption.
Partout où les institutions sont instrumentalisées et pas du tout fonctionnelles, pas fortes, la corruption a forcément pignon sur rue. Il y a l'économiste Klitgard, un très célèbre économiste, qui a fait une équation sur la problématique de la corruption, une équation mathématique. Pour lui, la corruption égale monopole plus discrétion, moins responsabilité. Partout où vous avez quelqu'un qui a un monopole, cette personne est tentée. Partout où vous avez quelqu'un qui a un pouvoir discrétionnaire, cette personne est tentée. Donc la solution pour lui, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de monopole, moins de discrétion lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou lorsqu'il s'agit de mettre des gens à des postes de responsabilité. Augmenter les responsabilités tout en diminuant le monopole et le pouvoir discrétionnel. Ça, c'était l'illustration. Deuxième aspect, pour moi, deuxième cause qui fait que la corruption a encore de beaux jours devant elle au Mali, c'est la justice. Si vous prenez le dernier sondage d'opinion Malimed de la Fondation Frédéric Ebert, plus de 90% des Maliens ont estimé que la justice malienne est corrompue. Et la justice, normalement, est censée être l'instrument qui permet de mettre fin à la corruption en sanctionnant. Rassurer tout le monde. Exactement. Si cette même institution est considérée comme corrompue, la solution, elle ne peut pas être au rendez-vous. Donc, les Maliens n'ont pas forcément confiance en la justice. On va voir cette autre donnée qui nous amène toujours à parler d'irrégularité financière, pour l'appeler ainsi. Le rapport 2021 du Bureau du vérificateur général, qui a été rendu public fin 2022, parle de 50 milliards de francs CFA après 20 vérifications financières et de contrôle. Les services qui ont été concernés, ce sont donc les services centraux, les organismes personnalisés, les collectivités territoriales, la politique publique et la gestion de fonds Covid-19. Professeur Dembélé. En plus de l'impunité liée à la justice, il y a aussi un phénomène de culturalisation du phénomène de la corruption. Parfois, on a l'impression que le Malien se plaît dans la corruption, que quand on est victime, on sent à ce moment qu'il y a la corruption, mais quand on est acteur, on se plaît à faire de la corruption. Ça ne gêne pas un Malien d'aller donner de l'argent à un ancien pour faire passer son enfant. Il pense que c'est normal. Mais quand son enfant, on enlève le nom de son enfant sur la liste d'un concours, il pense que ce n'est pas normal. Donc il y a ces phénomènes de culturalisation. Quand un directeur d'un service central ou un ministre est nommé, c'est tous les villages qui viennent pour lui faire la bénédiction. Ça, c'est pas propre aux Maliens. Non, mais à quelque part, il y a la pression sociale. Je ne suis pas en train de justifier la corruption, je suis en train de dire que tant que nous continuons à diviniser, à déifier les responsables en pensant que le bien public se confond au bien privé, on ne s'en sortira pas. Mais la deuxième chose, ça nous amène à la profanation du bien public. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort de l'argent nulle part, on va jusqu'à penser que parce qu'il a rencontré un diable quelque part, on invente une légende, on ne se pose pas la question minimale de dire comment il peut devenir milliardaire du jour au lendemain. Tout le monde s'est eu derrière lui parce que nous sommes dans cette sorte de schizophrénie à suivre quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Et je termine là-dessus, et ça c'est très important, la politisation de la lutte contre la corruption. Ça aussi, tant que nous sommes dans cette forme de politisation, de penser que la lutte contre la corruption est un phénomène politique, que depuis 20 ans, vous voyez très rarement un ministre qui est un technocrate, mais plutôt un ministre politique. Quand vous demandez à un ministre de financer la caisse de son parti politique à hauteur de 30-40 millions de francs CFA par mois, alors que son salaire est de moins d'1 million de francs CFA. Je vous donne le salaire du ministre malien, qui est de 913 000 francs CFA, si je ne me trompe pas. Comment vous pouvez demander à quelqu'un de financer 30 millions, 40 millions, d'aller remplir le stade du 26 mars, alors que son salaire est moins d'1 million de francs CFA? C'est que vous l'autorisez quelque part à piocher dans la caisse, et quand vous voulez l'arrêter, il dit mais c'est l'argent qui a servi à faire la campagne, l'argent qui a servi à alimenter le parti politique. Donc, il faut aujourd'hui revoir notre système de gestion administrative, notre système de gestion judiciaire, notre pensée même, c'est qu'il faut réformer l'homme malien. C'est ça le problème. Si on veut lutter contre la corruption, il faut lutter contre le comportement de l'homme malien lambda et les dirigeants maliens qui sont les plus corrompus. On va justement parler dans la deuxième partie des solutions, des mécanismes à mettre en place ou à renforcer pour lutter efficacement contre la corruption. Soumaïla Nalla, par rapport à ces chiffres, est-ce que ces chiffres sont surévalués ou sous-évalués? Ces chiffres qu'on a à chaque fois dans les rapports, que ce soit du BVG ou de l'OCLE,
et bien d'autres structures? Pour ma part, je dirais que ces chiffres sont sous-évalués du fait que les structures de contrôle n'ont très souvent pas le personnel en nombre suffisant, en nombre qualifié pour mener à bien certaines missions. Donc ça a une répercussion directe sur souvent la qualité des rapports. Donc personnellement, je trouve que ces chiffres sont sous-évalués. Si on va plus en profondeur, je pense que beaucoup de personnes vont tomber des nues. C'est un fléau qui aujourd'hui est une véritable gangrène pour le développement de ces pays. C'est un fléau aujourd'hui qui empêche la redistribution des richesses ou qui favorise une mauvaise redistribution des richesses, en fait. Ceux qui ne doivent pas prétendre ou qui ne sont pas, quelle expression je vais utiliser, en tout cas désignés de facto pour bénéficier de cette redistribution, ce sont ceux-là qui en bénéficient. Et ça, ce n'est pas normal. Ça crée une espèce de cercle vicieux de pauvreté qui fait que celui-là qui devait bénéficier de cette redistribution des richesses va se retrouver dans une position où il est obligé de donner de l'argent pour bénéficier d'un service. Je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement, où vous voyez jusqu'où va cette situation. La plupart aujourd'hui des Maliens qui vont dans un centre de santé, pour qu'on s'occupe de vous, il faut avoir une connaissance ou donner de l'argent à quelqu'un. Quand vous allez devant les juridictions, pour que votre dossier soit pris en compte, il faut avoir de l'argent. Et c'est la même chose dans pratiquement tous les services étatiques. Et mine de rien, on a créé en fait, un monstre aujourd'hui qu'on n'arrive plus à contrôler. Professeur Guindo, je vous donne la parole juste après cette autre donnée qui nous emmène à parler cette fois-ci de l'indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International. Et à ce niveau, tout ce que vous avez dit, messieurs, prouve et est résumé. Sur cette infographie, le Mali se classe 137e en 2022. Donc rien que le Niger voisin, par exemple, est 123e. Le Burkina Faso est 70e. Donc le Mali est 137e sur 180 pays. Professeur Guindo, qu'est-ce qu'un tel classement change fondamentalement? Oui, et un tel classement, pas que ça change, mais ça interpelle. Je veux dire, au niveau des investisseurs étrangers, oui. Est-ce qu'ils regardent ce genre de classement avant de se dire « je vais investir au Mali, il ne faudrait pas que j'investisse, le climat n'est pas favorable » ou bien ça ne change absolument rien pour un... Oui, c'est que ça peut, un investisseur étranger, il peut prendre ce classement en compte, mais ce n'est pas fondamentalement ce qui intéresse l'investisseur. L'investisseur, c'est surtout le niveau d'indépendance de la justice. Voilà. Et le privé, d'abord, la façon de gérer les fonds dans le privé et dans le public, ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais j'avais juste une remarque par rapport au montant communiqué par le vérificateur général, les 20 services vérifiés. J'allais juste apporter une précision en disant que c'est que les comptes nationaux en République du Mali, c'est plus de 10 000. Donc sur 10 000 comptes nationaux, ces services centraux, organismes personnalisés, collectivités, ici il n'y a que 20 services qui ont été vérifiés, ça veut dire que beaucoup restent. Et sur les 20 services, il y a eu 50 milliards de francs CFA d'irrégularité qui a été détectée. Ça veut dire que lorsqu'on arrivait à faire le contrôle de tous les services centraux, tous les organismes, on peut multiplier ces chiffres-là par 10, par 20. Et en termes de classement, ça doit interpeller. Un pays qui se respecte, un pays qui se dit de bonne gouvernance, on veut faire la promotion de l'état des droits, parce que personne n'aime la corruption. Personne n'aime un État corrompu. Donc lorsque nous voulons avoir des indices meilleurs que ça, on doit vraiment serrer les rangs, serrer les ceintures, travailler plus. Et le professeur l'a dit, hein, les causes sont connues. Maintenant, il faut voir en termes de solutions, en termes de propositions, en termes de remèdes aux fléaux qui bloquent notre développement. Et comment vous voulez qu'on investisse dans un pays qui est classé 137e? Comment vous appelez qui vient jeter son argent dans un pays à un niveau de corruption élevé à tel point que derrière ces chiffres, ce rang, ce classement de 137e, il n'y a aucun résultat, aucun effort visible pour les investisseurs de dire que nous allons investir et ne pas perdre. Depuis quelques années, quand on regarde, il y a
pratiquement plus d'investissement au Mali. Et pourquoi? Parce que l'investisseur vient pour deux grandes raisons. Il vient pour garantir son investissement, il vient pour gagner plus. Et quand son investissement n'est pas garanti, il ne vient pas. Le Mali, c'est l'un des pays où l'investissement n'est pas garanti. Sur les papiers, oui, mais dans le fait réel, quand un pays est corrompu à ce niveau, les investisseurs ne viennent pas. Et quand les investisseurs ne viennent pas, il n'y a pas la plus-value sur les ressources. Il n'y a pas la lutte contre le chômage. Il n'y a pas la lutte contre la pauvreté. Ça veut dire que tout simplement, ce pays se trouve complètement écarté, ce pays se trouve complètement laissé pour lui-même, à lui-même, et cela provoque un choc économique, donc culturel, donc humain, donc démographique. Nous sommes pleinement dans ces cas de figure, ce qui montre que les conséquences de ces chiffres-là sont tellement énormes que nous devons prendre des mesures très sérieuses. Maintenant, pour revenir à ces chiffres de 50 milliards, oui, c'est sous-évalué si on fait un calcul qui n'est vraiment pas mathématiquement réel. Je sais qu'on va dire que s'il avait vérifié sans structure, il aurait tombé sur 250 milliards. On peut aller jusqu'au bout de ce calcul-là. Mais pour vous dire tout simplement que et que ce soit au niveau des structures, que ce soit au niveau de la volonté politique, que ce soit au niveau même de l'État, de la mentalité, il n'y a aucun effort aujourd'hui véritablement de lutte contre la corruption. Ça reste purement un langage politique. On a vu chaque président arriver, je vous donne la parole juste après, monsieur là, on a vu chaque président arriver, mettre en place, déclarer officiellement qu'il déclarait la guerre à la corruption. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les chiffres restent quasiment les mêmes. On va voir cet indice de perception de la corruption dans le secteur public en 2022, toujours de Transparency International. En index de corruption au Mali, le Mali a 112 points. 112 points sur 100 possibles. Donc, plus les points sont élevés, plus le pays est corrompu. Et le Mali, dans ce classement, donc, occupe la 112e place sur 115 pays classés. Et on sait que le revenu moyen annuel, d'après Transparency International, au Mali est de 453 000 francs CFA. Monsieur là. Oui, par rapport à l'indice et au fait que cet indice ait des répercussions sur le fait que des investisseurs veuillent venir ici, je dirais que ça dépend du type d'investisseur. Ça dépend aussi du type d'investissement. Ça dépend du type d'investissement, ça dépend du type d'investisseur. Il y a des investisseurs qui se plaisent à aller dans des pays où la corruption est la règle. Parce que ces investisseurs savent que, de par la corruption, ils peuvent obtenir des avantages qui sont vraiment induits. Ils peuvent obtenir des marchés, des facilités fiscales, des marchés, etc. etc. Donc, véritablement, ça dépend du type d'investisseur. Et aujourd'hui, l'indice de corruption aujourd'hui n'est pas de nature à perturber les investisseurs parce que dans chaque contrat d'investissement, il y a ce qu'on appelle les clauses de stabilisation, qui sont des clauses édictées par l'OMC, et qui permettent de soumettre les différends, non pas aux tribunaux nationaux étatiques, mais à des cours d'arbitrage. L'OMC, Organisation mondiale du commerce, justement. Donc, ce qui fait que les questions de corruption, très souvent, ne sont pas très souvent de nature à bloquer les investisseurs. Encore faudrait-il que l'investisseur soit un investisseur éthique, et les investisseurs éthiques, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose. Je suis un témoin vivant sur ces cas de figure au Mali. Et je pense que les téléspectateurs, il y en a des centaines qui peuvent témoigner ça. Des investisseurs qui viennent au Mali, qui veulent investir très sérieusement et qui se retrouvent devant un ministre malien qui leur demande 20%. Il y a eu même des cas de scandale. Il n'y a même pas longtemps dans ce pays. Et on peut citer des centaines d'investisseurs très sérieux qui veulent investir des milliards au Mali. Tout simplement parce qu'on leur demande des pouvoirs, parce qu'on leur demande des dessous de table, parce qu'on demande des pots de vin qu'ils ne sont pas capables de donner. Soit ils vont perdre sur le fond, ils n'auront plus de bénéfices, ou ils ne veulent pas, pour des raisons éthiques, ils ne veulent pas le faire, et qui retournent chez eux. Il y en a des centaines, et moi, je fais partie de ceux qui ont vécu cela au Mali, dans les ministères, où on ne peut pas investir. Donc, un investisseur sérieux, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas lutté contre la corruption, ne viendra pas. Et un investisseur qui se plaît dans la corruption, ce n'est pas un investisseur qui développera ton pays. C'est un investisseur qui prendra sa part et partir, ce n'est pas un investisseur. C'est un voleur qui est plus qualifié que les locaux. Ça reste un investisseur. Non, ce n'est pas un investisseur. Docteur Layamadou Guindo, un investisseur qui se plaît à investir dans un pays corrompu, ne vient pas pour développer. J'avais parlé de façon macro, quoi. C'est que, de façon technique, un investisseur, ce n'est pas facile
de le voler comme on vole l'État. Parce qu'il a tout un système, il a développé les frères là a développé comment les investisseurs viennent. Il y a toute une procédure, il y a toute une façon. C'est pas facile de voler ses sous. Maintenant, ce que le procès dit, c'est vrai. Avant de trouver le marché, il faut passer dans la plus haute sphère de l'administration et gérer les gens. Et ça, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui se respecte, il ne viendra pas. Maintenant, à côté des investisseurs, il y a les organismes internationaux, la Banque mondiale et les FMI, et ils sont assez regardants sur ce classement. La Banque mondiale, chaque année, les FMI, chaque année, envoient des gens vérifier nos comptes nationaux et ils se réfèrent au vérificateur général très souvent pour demander, pour poser des questions. Est-ce que les comptes sont bien gérés? Est-ce que... Donc, ça a toujours un impact. Donc, ces chiffres-là, ces classements, oui, à l'extérieur du Mali, c'est un indicateur, mais pas forcément pour les investisseurs. En tout cas, les privés, il est difficile de voler privé. C'est pour cela même, nous, notre pays, on a opté pour le capitalisme. Parce que dans le socialisme, c'est l'État qui gère tout, c'est lui qui est le grand chef. Mais le capitalisme, l'économie libérale, normalement, c'est le privé qui doit avoir le maximum sur le marché. Et c'est pour cela que l'État se désengage de plus en plus de tout ce qui est marché. Parce que tant que c'est l'État qui va gérer, il est difficile de lutter contre la corruption parce que l'État est un système très très lourd. Messieurs, on a beaucoup parlé du secteur public. Rassurez-moi, la corruption est partout, notamment dans le secteur privé. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que ça joue sur la performance des entreprises? Bien entendu. Oui, comment? Bien entendu, parce qu'il y a, on va dire, un pouvoir qui est donné à quelqu'un pour mener à bien une mission. Et cette mission, ce pouvoir, il est quelque part détourné en fait. Et ce détournement peut avoir un impact direct sur l'entreprise, sur la performance. Parce que celui qui est le responsable qui est là, qui tombe dans la corruption, peut, dans la sélection de son contractant ou de la personne chargée ou de l'entreprise chargée d'effectuer un service, opter pour une entreprise ou une personne qui ne répond pas aux exigences, qui ne répond pas au cahier des charges et qui n'a pas les qualités et les compétences requises pour mener à bien la mission. Donc ça c'est un handicap, c'est un vrai handicap en termes de performance. La personne méritante ou l'entreprise méritante est mise de côté et la personne qui n'est pas méritante ou l'entreprise qui n'est pas méritante est sélectionnée. Et c'est ce qu'on rencontre en longueur de journée chez nous. Oui, Amar, si l'État débourse 10 milliards pour prendre en charge, pour entretenir les services de contrôle, c'est parce que c'est important. Sinon, l'État n'allait pas faire ça. Donc, ils ont leur rôle. Et le fait, la corruption est un mal. Que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, c'est un mal et ça peut diminuer considérablement la performance d'une entreprise. Je viens de le dire au début de mes propos. Il y a des gens, ils ne sont pas corruptibles. Mais il y en a qui, en fonction du niveau, du degré de contrôle et de la justice, peuvent basculer parmi les gens qui sont corrompus. Et là, si le contrôle n'est pas conséquent, ils peuvent alourdir, agrandir les camps des corrompus. Il nous reste quelques secondes avant de boucler cette première partie. Moi, je vous donne deux exemples très rapidement. Vous prenez deux opérateurs économiques qui importent. Chacun achète 100 francs le produit à Dubaï. Le premier qui amène, il paye 50 francs CFA à la douane. Donc il paye normalement la douane et ça lui coûte 150 francs CFA. Il veut vendre à 200 francs CFA. C'est un calcul tout simple. L'autre qui arrive à corrompre le faux douanier, le douanier corrompu, qui prend 10 francs pour déclarer que la moitié, ça va lui coûter 110 francs. Ça vous a coûté, vous, le bon citoyen malien, le bon opérateur économique qui n'est pas corrompu, vous ne pouvez pas vendre en dessous de 200 francs CFA. Parce que vous avez respecté la loi, vous avez payé et vous ne voulez pas être corrompu. L'autre, ça lui a coûté 110 francs, il vient se permettre de vendre à 120 francs, il vous concurrence. La corruption est en train de tuer les gens honnêtes, les opérateurs économiques honnêtes.
Et finalement, si tu veux devenir opérateur économique, milliardaire malien, la plupart, c'est pas tout le monde, la plupart, tu es obligé de faire de la corruption parce que quelque part, que ce soit les agents des impôts, que ce soit la douane, on vous oblige par cette pression de rentrer dans un système de corruption pour être concurrentiel sur le marché. L'industrie au Mali, là, on n'importe pas, on l'a à l'intérieur du pays. Quand une industrie au Mali ne paye que 10 millions de francs CFA, parce que c'est ce qu'il a consommé comme électricité et que l'autre, la même industrie, son concurrent, paye 200 millions de francs CFA par mois, soit il ferme son industrie et met tout le monde en chômage, ou il est obligé de corrompre parce que les agents de l'EDM viennent prendre seulement 10% de ce qu'il doit payer réellement à l'État. Parce que tout simplement, on tue la concurrence, on tue les bonnes volontés, on tue le commerce au Mali parce qu'il y a un réseau de corruption, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit au niveau des opérateurs privés, tout le monde se plaît dans ces systèmes de déliquescence totale et l'État n'avance pas. Et le peuple malien paye le prix le plus cher. Ne bougez surtout pas. Dans la deuxième partie d'Entreprendre, nous parlerons du taux de remboursement des fonds détournés et des mécanismes de bonne gouvernance pour lutter efficacement contre la corruption. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Merci de nous retrouver dans cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est corruption et enrichissement illicite, le manque à gagner pour le Mali. Je suis toujours en compagnie de nos trois invités. Professeur Clément Dembélé, président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali, et donc notre invité principal. En face de lui, il y a Dr Laya Amadou Guindo, économiste, enseignant-chercheur à la FSEG. Nous avons bien sûr M. Soumaïla. Là, il est superviseur du projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques. Messieurs, merci d'être restés sur le plateau. Je vous propose d'écouter donc cette deuxième intervention du président de l'OCLE qui va cette fois-ci parler du taux de remboursement. Le taux de remboursement est plutôt faible et nous devons travailler à l'améliorer. Pour le CLEI, à cette date, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu un remboursement devant la justice. Nous avons pu avoir des montants qui ont été justifiés pendant nos dossiers. Nous avons transmis à la justice la citation de 28 immeubles qui ont été saisis provisoirement par les juges d'instruction. Il y a donc 28 maisons qui sont saisies conservatoirement par la justice. Et ces 28 maisons valent environ 7 milliards de francs CFA. De manière plus générale, selon le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, de 2018 à 2022, il y a eu 386 dossiers de détournement des biens publics qui sont en instance de jugement devant les différentes juridictions du Mali. Et cela pour environ 310 milliards de francs CFA. Sur ces 310 milliards, le ministère de la Justice a évalué à 67 milliards le montant recouvré ou le montant auquel les personnes ont été condamnées par les cours d'assises. C'est pourquoi nous estimons que les recouvrements doivent s'améliorer parce que pour que la lutte contre la corruption soit efficace, il faudrait que les personnes mises en cause le ressentent dans leur portefeuille. Comme je dis, il faut frapper les intéressés sur le portefeuille. Ceci a un effet dissuasif important. Dissuader les corrompus, ceux qui s'hasardent à détourner les deniers publics, en frappant sur leur portefeuille. Messieurs, professeur Dembélé. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi Moumouni Guindo nous annonce 1230 milliards dans son livre. Pour 67 milliards recouvrés, ça va décourager qui? Quand dans un pays, quand vous êtes arrêté pour avoir détourné des milliards de francs CFA, vous payez la caution qui représente 30%, si je ne me trompe pas, 30% de la valeur de l'argent corrompu, vous êtes en liberté provisoire. Et je n'ai jamais vu un Malien en liberté provisoire qui est retourné en prison parce qu'il a été réellement jugé en prison. À l'heure où je vous parle,
J'aimerais bien qu'on sorte et que nos autorités nous disent combien de cadres maliens, combien de personnes se trouvent réellement jugées, définitivement jugées. Je ne dis pas en mandat de dépôt, mais vraiment jugées pour des faits de corruption et qui sont en train de purger les peines en prison dont les biens ont été intégralement saisis. Il n'y en a pas. Et j'aimerais bien qu'on nous dise, sur 100 Maliens, combien % font aujourd'hui confiance à l'État malien, à des services centraux sur l'indice sur la question de la corruption. J'aimerais bien qu'on nous dise combien de partis politiques au Mali, pour politiser l'affaire, ne disent pas que nous allons faire la lutte contre la corruption, qui n'ont rien fait du tout dans le cadre de la lutte contre la corruption. Je vous donne un exemple. En 2014, le leitmotiv de la campagne d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, c'était la lutte contre la corruption. Il a mis en 2014 l'OCLI, qui est né en 2014 à la suite de l'engagement politique d'Ibrahim Boubacar Keïta. La même année, son régime a pris fin à cause du premier scandale de corruption qu'il a poursuivi jusqu'à la fin de sa gouvernance. Donc ce n'est pas dans l'intérêt des politiques d'avoir des structures? En 2020, le bureau du vérificateur général dépose son rapport auprès de l'ancien président Bandaou et pour la première fois, le vérificateur général déclare que son rapport peut être un rapport de poursuite judiciaire. Là, il est sûr de ses données. Il est sûr, il déclare, il dit, je suis tellement sûr de mon enquête qu'on peut poursuivre tout ce qui se trouve dans ces rapports. Alors, je vous parle, il n'y a pas une personne qui a été poursuivie, en tout cas publiquement, on ne le sait pas. En 2022, le même vérificateur revient encore sur les mêmes propos en disant, mon rapport est là, à l'heure où je vous parle, personne n'a été poursuivi. L'année dernière, la CMDT a perdu plus de 300 milliards de francs CFA. À l'heure où je vous parle, pas de poursuite, rien. Pourtant, on déclare la CMDT comme étant une lanterne de l'économie malienne. Et je peux continuer là-dessus pour vous dire que... Pour comprendre le fond de votre pensée, qu'est-ce que vous voulez dire par cette série d'énumérations? Je vais dire tout simplement que s'il y a la corruption au Mali, ce sont les dirigeants maliens. Le Mali n'a pas encore la chance d'avoir des dirigeants qui ont la vraie volonté, qui sont déterminés à lutter véritablement contre la corruption. Nous avons 3 fois plus de lois que la France, que à peu près 20% des pays du nord de l'Europe, qui sont des références dans la lutte contre la corruption. Nous avons tous les outils de lutte contre la corruption en termes d'institutions. Nous avons 8 structures qui nous coûtent 15 milliards 900 millions de francs CFA. Nous avons des technocrates, nous avons la loi. Tout ce qui manque, c'est de dire maintenant, allons-y. Faisons véritablement la lutte contre la corruption et faisons en sorte que ce ne soit pas des vains discours, mais que ce soit une véritable volonté par l'implication réelle de nos dirigeants en entraînant le peuple. Le poisson pourri par la tête, le problème c'est que le Mali n'a pas encore, à l'heure où je vous parle, un dirigeant capable de faire face à ces cancers qui est en train de détruire, de tuer l'être malien dans son fondamental. Ça continue à détourner, si je peux le dire ainsi, mais le taux de remboursement reste moindre. Je ressens une certaine aporie dans les propos du docteur Moumouni Guino. Pourquoi? Quand il dit il y a des saisies conservatoires, et après il dit il y a des condamnations par des cours d'assises, tout comme le professeur, jusque-là, je n'ai entendu aucun cas de corruption avérée qui a fait l'objet d'un jugement définitif. Je n'en ai pas eu cas. Quand on s'amuse à créer des institutions de contrôle et qu'après on rate les couches par peut-être perfidie politique, vous avez l'OCLE par exemple qui est censé recouvrer, en tout cas mener des enquêtes pour recouvrer les montants indûment, etc., etc. Quand vous avez cet organe qui est là, mais qui ne dispose pas d'un parquet, vous les tuez dans l'œuf. Vous avez au Burkina l'équivalent de l'OCLE, qui est une structure unique, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, CLC, un truc comme ça, qui non seulement est les services de contrôle par excellence, mais est également les services étatiques qui luttent contre la corruption et qui disposent d'un parquet. C'est-à-dire que le dossier ne quitte pas un point A pour tomber au niveau d'un point B. Le problème de l'OCLE aujourd'hui, c'est que les personnes
qui montent les dossiers, qui instruisent les dossiers, ne sont pas les personnes qui ont le dernier mot sur les dossiers. Le clé transmet les dossiers au pôle économique et très souvent, qu'est-ce qui se passe au pôle économique? Vous avez des juges qui n'ont pas les compétences en matière de crimes économiques, qui n'ont aucune compétence. Et le paradoxe est encore poussé plus loin, sinon plus haut. L'État, avec l'appui des partenaires, a appuyé sur plusieurs mois les pôles économiques en termes de formation, en termes de renforcement des capacités des agents. Et lors du dernier décret portant mutation des magistrats, etc., tous ceux qui étaient au pôle économique sont partis. Il y a de nouveaux magistrats qui vont venir, qui ne sont pas outillés. Donc la formation n'a pas bénéficié aux personnes qu'il fallait. Donc pour dire que la volonté politique, comme le dit le professeur, elle n'est pas là, elle n'a jamais été au rendez-vous. Et tant que cette volonté politique, elle n'est pas là, la lutte contre la corruption sera une lutte vaine. Alors, je rappelle qu'on a invité donc l'OCLE, particulièrement le président de l'OCLE, mais pour des raisons d'agenda, donc il n'a pas pu être sur ce plateau et répondre à toutes vos interrogations, mais il nous a donné une interview. On a d'ailleurs invité également le bureau le vérificateur général. Là aussi, notre demande est restée vaine. Docteur Guindo, en parlant aujourd'hui des mécanismes, au-delà de la volonté politique, vous l'avez dit, il faut d'abord cette volonté politique. Mais au-delà de cette volonté politique, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que, je ne sais pas si on peut en finir avec la corruption, mais au moins pour que le Mali ne soit plus aussi mal classé? Oui, c'est qu'on peut, comme vous l'avez dit, on ne peut pas lutter à 100% contre la corruption. Mais ce qu'il faut faire, c'est de minimiser ses effets néfastes. Les deux intervenants ont déjà ébauché les thèmes. En termes de solutions, en termes de recouvrement, le Mali, on a beaucoup de difficultés. Parce que vous savez, tout récemment, ils viennent de proposer la Cour des comptes. Dans cette Cour des comptes, c'est qu'ils vont créer un nouvel ordre des magistrats. Il y a dans l'ordre des magistrats financiers, cette fois-ci, qu'il faut former, qu'il faut mettre là-bas. Parce que et le CLE et le VÉGAL, le vérificateur général, ils n'ont pas le pouvoir de poursuivre quelqu'un. Ils font leur contrôle, ils rendent compte à quelqu'un d'autre, à une autre structure. Et bon, là-bas, c'est tout un processus qui commence. Et au Mali, on sait si quelqu'un est pris, s'il est laissé en liberté provisoire, ça c'est pour ne plus revenir. Et même en cas de saisie des biens, au Mali, on n'a pas de système pour gérer ces fonds. Par exemple, les cautions qu'on paye pour sortir, il n'y a pas de mécanisme au Mali pour gérer ça. À un moment donné, on voulait créer la CDC, la Caisse des dépôts et des consignations. Ça existe en France. C'est l'une des structures les plus, qui a tellement de ressources. Mais au Mali, on n'en a pas. On n'en a pas. Même si tu payes une caution, tu sors, 2 ans, 3 ans, ça ne génère absolument rien. Après, si la personne est acquittée, il reprend son argent, ni plus ni moins. L'État ne gagne pas, lui aussi, il ne gagne pas. Donc je pense que c'est vrai, il y a beaucoup de structures. C'est que le début n'est pas mal au Mali. Le VÉGAL fait son travail, le CLE fait son travail, mais la fin, ça, il y a de sérieux problèmes. Mais la responsabilité ne la leur incombe pas, responsabilité, c'est que j'allais terminer par ça. En fait, c'est un long processus. La constitution du Mali, par exemple, est une constitution assez rigide. Tant qu'on ne la modifiait pas, ou bien tant qu'on ne la révisait pas, on ne pouvait pas créer une Cour de comptes. Autant que nous sommes dans cette dynamique de section de comptes qui n'a pas les effectifs, qui n'a pas la formation nécessaire, on ne pourra pas étudier tous les dossiers. Je viens de dire que le Mali, on a plus de 10 000 comptes nationaux. 10 000 comptes nationaux, c'est le nombre d'effectifs de la section des comptes multiplié par 10. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Raison pour laquelle, en termes de recouvrement, il n'y a absolument rien. Et finalement, les structures de contrôle vont coûter à l'État plus qu'elles ne rapportent. Ça, ce n'est pas ce que je souhaitais. Monsieur, je vous donne la parole juste après cette dernière infographie donc de cette émission qui nous amène à parler de l'évolution de l'indice de corruption au Mali de 2018 à 2022. Quand on regarde au niveau des points, donc la perception de la corruption dans le secteur public
On va de 0 à 100. En 2018, le Mali était à 68 points. En 2019, 71 points. En 2020, 70 points. En 2022, on a vu également une autre augmentation. Ça continue à augmenter malgré les structures qu'on a. Vous l'avez dit, on a 8 structures. On se rappelle que depuis les années 70, le Mali avait déjà une structure. On a dit qu'en la structure de 72, pour être précis, n'avait pas tout le pouvoir. On a créé d'autres structures en donnant beaucoup plus de pouvoir. Mais la question de la lutte contre la corruption au Mali demeure. Le Mali reste toujours au haut du classement, pour ne pas dire pire. Monsieur Amar, on va atteindre 100 points tant qu'on ne fait pas bien les choses qu'il faut faire. Justement, pour ne pas atteindre ces 100 points, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La lutte contre la corruption doit s'articuler concrètement autour de 4 points essentiels. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. D'abord, la première chose à faire dans ce pays, où le taux d'analphabétisation atteint les 60-70% maintenant, il faut démocratiser la lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'il faut, dans cette démocratisation de la lutte contre la corruption, il faut informer, former, sensibiliser les populations maliennes sur la question de la lutte contre la corruption, les conséquences de la corruption, l'impact de la corruption sur la vie quotidienne des Maliens et préparer les citoyens à devenir un agent de lutte contre la corruption et non un agent victime de la corruption. Ça, j'appelle ça la démocratisation de la lutte contre la corruption. Le deuxième point, il faut appliquer les lois. Nous ne sommes pas en déficit de lois. Nous sommes même en surnombre de lois au Mali. C'est qu'il y a trop de lois, il faut tout simplement prendre quelques lois et faire l'appliquer. Je vous donne un exemple et j'en passe. Vous savez que dans le code pénal malien, à partir de 10 millions de francs CFA détournés, c'est une peine de mort. Là, on détourne dans ces pays des milliards. On se promène à la grande prison de Bamako avec des ventilateurs. On tue les moutons tous les jours comme des pachas. On sort avec quelques cautions payées. On est même l'enfant d'une femme dévouée parce que c'est grâce à la force de ta maman que tu es sorti des griffes des ennemis du peuple. Et maintenant, il faut faire appliquer la loi. Et ça, c'est la question de la justice. Ça, c'est la volonté des dirigeants maliens. Aujourd'hui, sur le président Assimi Goïta, dit l'année dernière, la CMDT a perdu plus de 300 milliards. Je veux savoir le responsable. Comment se fait-il que les 300 milliards disparaissent? Et je veux la personne demain matin en prison, la loi sera respectée. Il faut montrer l'exemple, c'est ça qui manque. Maintenant, la troisième chose, c'est qu'il faut, si vous voulez, centraliser les structures de la lutte contre la corruption. Il a évoqué, quand l'OCLEI fait les enquêtes, l'OCLEI envoie à la justice, le pôle économique mène l'enquête, peut faire le mandat, mais le jugement c'est ailleurs. Il faut centraliser tout ça, il faut donner une plus-value à la lutte contre la corruption. Il faut rentabiliser. On n'a pas besoin de 15 milliards 900 millions. On a besoin réellement, nous on avait fait le calcul dans ma plateforme, on a besoin chaque année de 3 milliards de francs CFA pour lutter contre la corruption à hauteur de 60-70%. Pour terminer, il faut digitaliser notre système de gestion administrative, financière, judiciaire au Mali. Il faut diminuer le contact physique avec l'argent. Il faut mettre en place un système de digitalisation qui fait que lorsqu'il y a un jugement, tout le monde voit le résultat. Il faut aujourd'hui multiplier le contrôle, les audits par le système de digitalisation. Quand un ministre a un budget, il faut que lorsque vous êtes en Australie et Malien, vous pouvez avoir accès à ce qu'il a dépensé, etc. Il faut finir avec l'opacité des dépenses publiques, soi-disant souvent secret d'État, secret de défense, etc. etc. C'est du leurre, c'est du mensonge, c'est un nid de corruption dans ces pays. Il faut de la transparence. Même il n'y a pas de secret d'État face à la corruption. Il faut que tout soit transparent dans ce pays. C'est ce qui nous manque au Mali. Et tant qu'on continuera cela, le Mali va piétiner, on va atteindre les 100 points. Nous serons le pays le plus corrompu du monde. Très bien. On va justement voir ce cas d'école. Si nous sommes informés donc, des cas de corruption, de détournement et tout ça, c'est parce qu'il y a certaines structures qui sont là, qui jouent leur rôle. C'est le cas du bureau du vérificateur général. Déjà 20 ans, c'est notre cas d'école. Chargé de vérifier la gestion des ressources publiques, le Bureau du vérificateur général du Mali est un service autonome, indépendant, qui n'est donc soumis à aucune autorité politique, administrative ou judiciaire. C'est à la suite d'une série de missions des autorités maliennes en Europe et en Amérique du Nord pour analyser les différents modèles de services de contrôle des fonds publics qu'en 2003, le BVG Mali a été créé. Il a été calqué sur celui du Canada, dénommé le Bureau du vérificateur général du Canada.
Le BVG Canada est une référence mondiale qui existe depuis 1878, soit 145 ans. À travers le BVG Mali, le président de la République de l'époque, Amadou Toumani Touré, entendait lutter efficacement contre la corruption et la mauvaise gestion, tout en renforçant la confiance entre l'administration et la population. Avant la mise en place du bureau du vérificateur général du Mali, le pays était doté d'autres structures de contrôle à l'image du contrôle général d'État créé en 1967 et dont la mission était de vérifier uniquement à l'intérieur de l'administration. La section des comptes de la Cour suprême était la seule structure de contrôle en dehors de l'administration. Après la chute du régime du général Moussa Traoré, le Mali s'est doté en 1992 d'un service indépendant chargé de vérifier la gestion financière et administrative des services publics. Le BVG est donc venu au début des années 2000 s'ajouter à d'autres structures de contrôle auxquelles il est complémentaire. Ceci dit, il demeure unique en termes de performance grâce à son indépendance totale. Afin de rendre le travail du bureau du vérificateur plus performant, de nouveaux textes de loi ont été adoptés en 2012, garantissant aux agents chargés d'effectuer la vérification de meilleures conditions de travail. D'après un rapport récapitulatif des résultats du BVG Mali, plus de 193 vérifications financières, 52 missions de vérification et performance et 27 missions de suivi de recommandations ont été réalisées par l'institution de sa création à 2017. En termes de recouvrement sur la centaine de vérifications financières effectuées de 2004 à 2011, un manque à gagner de 382,93 milliards de francs CFA a été décelé, dont 393,14 milliards de francs CFA proposés au recouvrement. À cela s'ajoute, pour la période 2012-2015, un montant de 6,2 milliards de francs CFA représentant des recouvrements, des remboursements ou des régulations sur les dossiers. A noter que Sidi Soso Diarra a été le premier vérificateur général de 2004 à 2011, suivi d'Amadou Ousmane Touré de 2011 à 2018 et enfin de Samba Alhamdou Babi, actuel Végal en fonction depuis 2018. Plus que quelques minutes avant de clôturer cette émission, Monsieur là, sur les mécanismes à mettre en place. Professeur Dembélé parlait de digitalisation, comme ça a été dit également dans le reportage. C'est l'une des solutions, digitaliser par rapport aux services publics, en tout cas digitaliser les services, éviter les contacts pour réduire les cas de corruption. Digitaliser, oui, ce serait une très bonne chose, mais sauf que le défi de la digitalisation se heurte à ce qu'on appelle la fracture numérique. Tout à fait. Il y a l'accès universel qui n'est pas au rendez-vous, qui fait que sur des larges pans du territoire, les gens n'ont pas accès au téléphone, a fortiori une connexion Internet. Les gens n'ont pas accès aux moyens qui leur permettent d'être dans cette digitalisation. Justement, les structures de l'État qui sont dans certaines localités ne sont pas outillées pour être dans cette digitalisation. Donc, les préalables avant d'aller à cette digitalisation, c'est de réduire cette fracture numérique, c'est de faire que l'accès universel soit une réalité. Ça, c'est le préalable. En termes de mécanismes, je pense qu'il faut cultiver la culture de la transparence. On ne l'a pas au Mali. Il y a énormément d'opacité dans la gestion des affaires publiques. Il faut vraiment cultiver. Et ça, c'est fait à DCN. Et pour moi, le mandat politique, il est corrompu. Je le dis pourquoi. Vous avez quelqu'un qui veut se faire élire. Qui finance les campagnes au Mali? La quote-part de financement que l'État accorde aux partis politiques est une goutte d'eau dans l'océan en termes de financement d'une campagne politique. C'est les opérateurs économiques qui financent, c'est des mafias qui financent, c'est des proches des hommes politiques qui financent. Et après, il y a forcément un retour de l'ascenseur. Le mandat, il est encore corrompu. Pourquoi? C'est les électeurs, les citoyens, peut-être qui, par nécessité, par méconnaissance, prennent de l'argent pour voter pour des mafieux, pour des personnes qui sont corrompues jusqu'à l'os. Et quand ces personnes se retrouvent au sommet de l'État ou dans des instances de prise de décision, soyez sûrs que ces personnes continueront de plus belle avec la corruption et feront en sorte qu'il n'y ait pas de mécanismes sains qui puissent les empêcher d'être corrompus ou d'avoir la part belle en termes de détournement des deniers publics. Donc, je pense qu'il faut quelque part moraliser le financement des campagnes politiques. C'est hyper important que chaque centime déboursé
soit traçable, que chaque centime soit justifié, et à partir de là, on peut espérer avoir des hommes vertueux qui se retrouvent dans des instances de prise de décision et qui vont prendre des décisions qui seront de nature à réduire cette corruption. Je donne un exemple, le professeur l'a dit rapidement, je vais le dire rapidement. Lorsque vous avez le premier responsable, qui est le président de la République, qui dit à un ministre, je veux tel résultat par rapport à telle question d'ici à 6 mois. Si le résultat n'est pas là, je te démets de tes fonctions. Soyez sûr que les résultats seront là au bout de 3 mois. Pour dire que c'est véritablement une question de volonté politique. La volonté politique, est-ce qu'elle n'a pas commencé en mettant déjà ces structures-là en place? Oui, ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'en termes de corruption, s'il y a de la corruption, il est toujours difficile de situer les responsabilités et punir les gens. Ce n'est pas facile. Parce que les gens, très souvent, c'est le système qui fait qu'il est difficile de situer la responsabilité. Alors, pour éviter ça, il faut tout faire pour empêcher la corruption, pour empêcher les détournements, pour empêcher les vols. C'est beaucoup plus facile d'empêcher que s'il y a mal, après, chercher à récupérer ou corriger. Donc, chez nous, très généralement, vous allez voir, dans nos services publics, il y a très peu de structures. Là où il y a un manuel de procédure en bonne et due forme, les textes sont clairs. Non, on gère les choses au jour les jours. Et maintenant, les jours où le service de contrôle débarque, c'est un problème. C'est inégalité sur irrégularité. En amont, si on arrive à gérer ça, mettre des référentiels de contrôle interne, mettre des services de lutte interne, mettre des manuels de procédure, ça peut diminuer beaucoup de choses. En aval, il faut que la justice joue son rôle. C'est extrêmement important. Parce que si quelqu'un est soupçonné, si quelqu'un a été indexé par les services de contrôle, s'il n'y a rien après, ça encourage. Et c'est ça le danger. Pour éviter ça, il faut que la justice fasse tout pour que s'il y a un dossier de corruption à son niveau, qu'elle fasse tout pour que la personne soit interpellée et qu'il rembourse. Et nous, au Mali, ça, je pense qu'à ce niveau, le bas blesse. Les gens, très honnêtement, ils volent. Après, ils sont en prison, 1 mois, 2 mois, ils ressortent. Messieurs, tu ne sais pas comment ils sont ressortis. 30 secondes pour conclure. Malheureusement, on a dépassé le temps. Allez-y. Voilà, justement, juste pour dire que le contrôle a priori, il existe depuis quelques années, mais n'a pas porté ses fruits. On a essayé d'être dans la prévention avec l'institutionnalisation des contrôles financiers. Mais aujourd'hui, les contrôleurs financiers, pour la plupart, sont les plus corrompus dans les ministères et les directions. Même s'il y a des difficultés, il faut un contrôle en amont quand même, mettre les systèmes, les pressions en place et demander à tout le monde de respecter ça. Maintenant, après, en aval, il faut que la justice soit indépendante et qu'elle joue pleinement son rôle. Maintenant, après, l'éducation a un rôle extrêmement important. Le professeur l'a dit. Chez nous, aujourd'hui, on se plaît dans la corruption. On n'a pas de problème. On dit, bon, tu es là, c'est pour 2-3 mois, hein, ou bien au plus 1 année, 2 ans. Si tu ne fais pas attention, ils vont te faire sortir de tes postes sans rien avoir. Bon, vous voyez, le Malien, on a perdu. Je termine par un propos d'un de nos anciens doyens, c'est Seydou Badian Kouaté. Il dit que dans la Première République, le Malien avait honte de voler. Durant les 23 ans des militaires, Deuxième République, le Malien avait peur de voler. Et aujourd'hui, l'aide de la démocratie, le Malien, il n'a ni peur ni honte. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il y a un travail interne qu'il faut faire avant d'arriver à avoir un indice performant. Professeur Dembélé. Aujourd'hui, j'aimerais bien interpeller 4 corporations au Mali. Lesquelles? La première, ce sont les hommes politiques maliens. Ils ont perdu la crédibilité face au peuple parce que parmi eux, il y a beaucoup d'hommes corrompus. Parce que la corruption est devenue le leitmotiv politique dans ce pays. Et si les hommes politiques veulent regagner la crédibilité, qu'ils font de la lutte contre la corruption un outil de campagne politique et de montrer véritablement qu'un homme politique peut devenir un agent de lutte contre la corruption. La deuxième corporation, ce sont les religieux. Il n'y aura jamais la foi ferme au Mali. Tant que les religieux n'ont pas pris comme thème essentiel de toutes les prêches, que ce soit dans les églises, dans les mosquées, la lutte contre la corruption.
Pas simplement dire que ce n'est pas bien de voler, mais de montrer concrètement, d'avoir le courage de sortir des mosquées, de sortir des églises pour prendre le devant devant le peuple et condamner les hommes les plus corrompus publiquement. Ce courage des hommes religieux va raffermir la foi du peuple malien. On ne croira jamais fermement dans un pays d'injustice. Le troisième, ce sont les griots qui cessent de plébisciter, de montrer comme exemple les plus grands voleurs qui sont les enfants les plus bénis, qui sont les enfants des femmes les plus dévouées. Une femme qui a donné naissance à un voleur ne peut pas être une bonne femme dans ce pays. Une femme qui a donné naissance à un homme corrompu n'est pas une femme dévouée, c'est la maman d'un voleur. Il faut que les griots cessent aujourd'hui de crier les noms de ceux qui sont les plus grands voleurs qu'on les sache. Et je termine. En interpellant nous les intellectuels, il faut que nous soyons comme ce que Nietzsche appelait le soi âpre. Avoir le courage, la rigueur de s'appliquer, d'appliquer sur nous-mêmes, d'avoir le courage de dénoncer la corruption dans nos actes, dans nos comportements, dans nos états d'esprit. Que ce soit en classe, que ce soit dans les bureaux, face à la politique, que l'intellectuel se comporte comme étant véritablement un antidote de la corruption dans ces pays. Et c'est possible, parce que les intellectuels, nous avons trahi, les griots ont trahi, les religieux ont trahi, les hommes politiques ont trahi, le peuple malien est aujourd'hui devenu un peuple orphelin qui cherche le chemin. Et ce chemin ne peut être montré que sur le principe de la vérité. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau d'Entreprendre. Je rappelle que notre thème ce soir était corruption et enrichissement illicite, le manque à gagner pour le Mali. Pour débattre, j'avais sur ce plateau Dr Laya Amadou Guindo, économiste. Nous avons également Soumaïla La, superviseur du projet de lutte contre la corruption et pour la bonne gestion des finances publiques. Notre invité principal était professeur Clément Dembélé, donc président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMA.